Bonjour à tous. Bienvenue à ce petit topo que j'ai baptisé « Coup de pouce de l'index ». Puisque j'ai appris par Olivier qu'il y avait 25% de la salle qui sont des nouveaux participants à cette FM conférence, je me dois de vous servir un avertissement. Ce topo sera présenté en québécois et sans sous-titrage. Merci. Alors, je suis Philippe Lazzaroni. Certains me connaissent par mon pseudonyme Lasagne Macaroni, mais je suis là et c'est ma 5e FM conférence déjà en tant qu'intervenant. Je suis très heureux et je vous remercie de nous accueillir en si grand nombre, les représentants du Canada à chaque année. On aime beaucoup ça être ici. Je vous épargne mon pedigree, vous pourrez le lire sur les slides. Vous pourrez googler mon nom aussi, vous allez trouver tout ça. Le topo aujourd'hui, en fait, j'avais besoin d'un prétexte pour vous parler. Alors, j'ai trouvé une technique qui n'est pas la mienne, qui est celle, en fait, de mon ami Marcelo Pinheiro. Pas facile à prononcer. C'est un Uruguayen dont le gentilé est tout aussi difficile à prononcer que son nom. Alors, Marcelo est un ami à moi qui travaille chez Soliance Consulting aux États-Unis. Et il a un blog, il a posté une technique il y a quelques temps et je me suis permis de vous la traduire en français et de vous la donner aujourd'hui. Essentiellement, c'est une technique qui permet le tri personnalisé de listes de valeurs, ce que FileMaker ne permet pas nativement, du moins pas sans bricolage. Et pour la comprendre, je me permets également de réviser rapidement le fonctionnement des index de rubriques, puisque je présume que certaines personnes dans la salle n'ont pas tous le même calibre. Mais je vais essayer d'aller vite parce que je sais qu'on manque un peu de temps. Alors, si je parle très vite, c'est parce que je sais que le délai est court. Alors, quand on crée une rubrique dans FileMaker, vous savez, dans la définition, les options de la rubrique, la possibilité d'activer l'indexation. L'indexation, par défaut, elle est automatique, on peut le mettre à on ou à off, et FileMaker va nous permettre de générer pour chaque rubrique un index ou deux index, donc un index de valeur dans le cas de la plupart des rubriques, sauf les rubriques conteneurs qui ne peuvent être indexées, et également un index de mots dans le cas des rubriques de texte. L'index de mots, c'est ni plus ni moins que le découpage mot à mot de chacune, qui constitue chacune des valeurs pour une rubrique en particulier. Et donc, toutes les valeurs possibles à entrer dans une rubrique, peu importe le nombre d'enregistrements, vont constituer l'index lorsqu'il est activé, qui peut être activé à la volée par FileMaker ou manuellement défini par vous. La langue par défaut de l'index sera celle de votre système d'exploitation au moment de la création du fichier, mais vous pouvez la régler dans une autre langue dépendant du comportement que vous souhaitez avoir pour les index, notamment au niveau des accents, des caractères spéciaux et des trucs comme ça. Alors tout ça, c'est la base de la technique qui s'en vient dans quelques instants. Dernier petit truc, je suis toujours très surpris de voir que parmi la communauté des développeurs, plusieurs ne savent pas qu'on peut voir le contenu d'un index, d'une rubrique, en mode d'utilisation, en allant mettre son curseur dans une rubrique avec le menu « Insérer index ». On est en mesure de faire apparaître une petite fenêtre qui nous montre les valeurs qui constituent l'index de cette rubrique. Dans ce cas-ci, peut-être c'est un peu petit pour vous à l'écran, mais c'est une dizaine de tâches d'une entreprise fictive en entretien paysager. Et donc, quand on voit les valeurs de l'index, elles apparaissent comme ça. Et si on active l'option mots un par un, dans le cas d'une rubrique de texte qui a le deuxième index de mots, on verra apparaître le découpage mot à mot du deuxième index. Donc ça, c'était plus pour la culture de ceux qui ne savaient pas qu'on pouvait faire ça. Maintenant, quand on crée une liste de valeurs dans FileMaker, une liste de valeurs basée sur une table, donc pour laquelle on voudrait aller chercher des enregistrements dans une table et montrer les valeurs possibles. On a l'habitude de créer des listes de cette façon-ci, où est-ce qu'on aura la première rubrique qui serait, par exemple, l'identifiant unique, la clé primaire de la table. On activerait la deuxième valeur qui permet d'afficher ce qu'on veut vraiment voir dans notre liste de valeurs, qui est, dans ce cas-ci, la tâche pour l'entretien paysager. Et en cochant l'option où on affiche que la deuxième valeur de la rubrique, on obtient vraiment une liste de valeurs avec uniquement les tâches, mais en réalité, l'utilisateur sélectionnera FileMaker derrière capturera la clé, l'identifiant unique dans la rubrique. La liste qui se peuple quand on la crée comme ça, si vous êtes tous familiers avec ça, j'en suis certain, la liste se crée et elle apparaît par défaut, en fait pas par défaut, elle apparaît obligatoirement en ordre alphabétique. Il n'y a pas de façon de personnaliser l'ordre de tri lorsque l'on crée une liste de valeurs, que ce soit donc une liste déroulante ou un menu local. La liste est donc forcée en ordre alphabétique et Marcelo a donc
mon ami Marcelo, il est là. C'est là que sa technique entre en ligne de compte. Fini les slides, petite démo. Alors, je vais devoir désactiver ma recopie, là, ou activer ma recopie plutôt. Disposition, recopie vidéo. Très bien. Alors, j'ai ici une petite base de données que certains reconnaîtront peut-être. C'est la base de données qui sert pour les présentations de FileMaker dans les boutiques Apple. C'est une base de données qui contient 47 enregistrements donc des clients fictifs d'une entreprise fictive d'entretien paysager. Et on voit ici qu'il y a un petit portail. C'est peut-être un peu petit, là, mais on a un petit portail où on a la description du travail qui est effectué, l'historique des travaux de paysagement faits pour chaque client. Et quand on déroule la liste déroulante, donc une liste standard comme je vous l'ai décrite, effectivement, les valeurs, comme vous le voyez, apparaissent en ordre alphabétique. Plusieurs personnes, dont moi, ont par le passé tiré profit du fait que les listes des valeurs comme ça sont constituées grâce à ce qui se trouve dans l'index. Et donc, en sachant que c'est l'index qui apparaît là, en bricolant une rubrique de calcul, on peut attribuer un rang à chacun de nos enregistrements, faire une concaténation et faire apparaître une liste triée différemment. C'est la technique que j'ai normalement l'habitude de faire, et ça donne généralement quelque chose qui peut ressembler à ceci, c'est-à-dire que dans ma table derrière, j'ai été attribué un rang à chacun de mes enregistrements. J'ai fait une rubrique de calcul qui concatène et qui me permet de pouvoir trier ma liste, mais pas par ordre alphabétique. Ça marchait bien. Ça a quand même une contrainte, c'est que l'utilisateur voit le préfixe qu'on a mis, qui est le rang qu'on veut donner à la valeur dans notre liste. Et ça peut donner faussement l'impression que c'est soit un code de produit ou un ID ou que ça a une signification particulière, mais en fait, il n'y en a aucune. Ça sert uniquement à trier différemment la liste. Marcelo a poussé cette technique-là juste un tout petit peu plus loin en se disant, ben, si on peut personnaliser le tri, on peut sûrement faire disparaître cette valeur indésirable qui apparaît dans la liste et qui apparaît aussi à l'affichage. Et c'est là que Marcelo a pensé à quelque chose de très bien. Je vais vous montrer derrière comment c'est fait, bien entendu. Alors, c'est la même liste qui est triée, non pas par ordre alphabétique cette fois-ci, mais par un tri personnalisé. Parce que Marcelo a eu la brillante idée de préfixer devant la valeur, non pas un rang qui est écrit à la main dans une rubrique, mais plutôt un nombre de caractères invisibles, qui est visible pour l'index, mais invisible à l'utilisateur. Il fallait simplement y penser. Ce caractère-là, c'est le caractère, ce qu'on appelle en typographie ou en imprimerie, les espaces sans chasse ou les espaces insécables. C'est utilisé à d'autres fins également en programmation, connu sous le nom de byte order mark dans certains contextes. Mais dans ce cas-ci, c'est vraiment l'espace invisible d'imprimerie en fait, qu'on utilise pour préfixer nos valeurs. Et on combine ça avec une fonction personnalisée qui va aller voir le rang qu'on attribue à notre enregistrement et qui va générer dynamiquement le bon nombre d'espaces invisibles pour former le tri. Je vous montre derrière ce que ça a l'air. Alors, je ne sais pas trop qu'est-ce que je vais vous montrer en premier, mais probablement... Tiens, allons voir la rubrique. Bien, en fait, je vais vous montrer en premier lieu la table. Elle est ici. Ce sont mes valeurs qui vont constituer la liste. J'ai une clé primaire, j'ai une description et j'ai une rubrique additionnelle ordre où je peux manuellement décider dans quel ordre je veux que mes valeurs soient triées. Donc, par exemple, si je change... mon numéro 1 était la taille des arbustes, je vais la mettre numéro 8, puis je vais changer la 8 pour 1, de telle manière que plante des fleurs soit dorénavant en premier. Si je vais dans ma liste de valeurs, elle est ici. Elle est comme d'habitude, mais cette fois-ci sur une nouvelle rubrique de calcul qui va utiliser ma fonction personnalisée. Et on va aller voir cette rubrique de calcul. Alors, c'est une rubrique toute simple, une fonction personnalisée à laquelle on envoie deux paramètres, la tâche, donc le descriptif qu'on veut, et l'ordre, donc le nombre d'espaces invisibles qu'on veut ajouter. On envoie donc ça à la fonction personnalisée. On s'assure, bien entendu, que l'index ici
soit activé, et en Unicode, très important pour que le symbole d'espace insécable soit reconnu. Et finalement, on va aller voir la fonction personnalisée pour conclure. Elle est ici. Je ne sais pas si c'est assez gros, mais c'est tout bête, en fait. On définit donc la valeur, l'ordre de tri, et on utilise la fonction caractère à laquelle on envoie le caractère 65 279 qui correspond dans la table Unicode au code de l'espace sans chasse. Et la fonction personnalisée, dans ce cas-ci, elle est vraiment utilisée de façon récursive, c'est-à-dire qu'elle s'appelle autant de fois qu'il y a de valeurs dans le paramètre ordre de tri. Donc, si je veux qu'il apparaisse au rang 8, elle va s'exécuter 8 fois pour préfixer, concaténer 8 fois le préfixe invisible. Eh bien, c'est ça qui est ça, dans le monde du sport, comme on dit chez nous. Si je retourne à mes dernières slides de conclusion, j'ai aucune idée du temps que j'ai fait, mais... Sauf que j'ai quand même une slide ou deux de conclusion, là, puis là, je suis un peu perdu dans ma réplication d'écran. Je suis obligé de revenir derrière parce que j'ai mal parti mes trucs. Wow! Bon, là, c'est ça. Vous ne verrez pas ce que j'ai fait dans mes slides si je ne désactive pas cette recopie. Je ne me fais pas prendre ce coup-ci. Voilà, désolé pour ça. Ben. Ah ouais, c'est le zoom, désolé. C'est ce qui arrive quand on est stressé. Alors, quelques limites et précautions à prendre. Donc, ne pas oublier de mettre le Unicode comme format de langue dans l'index. Les index ont une limite de 100 caractères. Ce qui veut dire que si vos valeurs que vous voulez afficher, comme dans mon cas présent, si ces ont, disons, 15 ou 20 caractères de long, il reste 80 places pour mettre des espaces invisibles. Ça veut donc dire qu'on ne peut pas avoir une liste déroulante de plus de 80-85 caractères, dépendant de la longueur de vos valeurs. Si vous avez des longues listes déroulantes, on vous déconseille sans doute cette technique. Et de toute façon, on déconseille sans doute les listes déroulantes de plus de 100 valeurs. Ça ne devient pas intéressant pour les utilisateurs de toute manière. Il y a un bug avec le truc Unicode sur Windows XP, le vieux système d'exploitation de Windows encore très répandu. Ne marche pas trop bien cette technique, mais pour tous les autres systèmes, ça fonctionne. Gardez à l'esprit que les espaces sans chasse, même s'ils sont invisibles, ils sont quand même là. Hein. On ne les voit pas, mais ils sont là. Donc, si pour toutes sortes de raisons, vous réutilisez cette fonction-là ou cette rubrique des calculs-là à d'autres usages, ça pourrait avoir un impact là, sur certains comportements. Et enfin, ça vous prend la version Advanced de FileMaker pour installer la fonction personnalisée. Par contre, c'est possible d'arriver à faire la même chose sans fonction personnalisée. Je trouve juste que c'est plus clair, plus facile à entretenir de le faire comme ça, mais il y aurait moyen de bricoler un calcul. Sur le blog de Marcelo, d'ailleurs, il y a des gens qui ont répondu en suggérant d'autres façons de faire le calcul. Donc, si vous ne voulez pas de fonction personnalisée, allez voir le blog et vous aurez des exemples de comment construire le calcul différemment. Eh bien, voilà, c'est tout. Questions? Réponses?